Ça, c'est la nouvelle campagne de marque de TikTok. Elle s'appelle Une fenêtre sur le monde et met en avant des créateurs de contenu littéraire présents sur la plateforme. La station de métro choisie pour ces affiches n'était pas un hasard, il s'agit de Bibliothèque François Mitterrand, la plus importante bibliothèque de France. Sur TikTok, le livre est devenu un véritable phénomène. Le hashtag BookTok rassemble aujourd'hui 115 milliards de vues dans le monde. Une nouvelle génération de lecteurs est née sur la plateforme et avec ça, de nouveaux consommateurs. Mais alors, comment ces TikTokers et TikTokeuses révolutionnent-ils le monde du livre en France? Et comment les maisons d'édition tentent de s'en saisir? Et est-ce que TikTok, régulièrement sous le feu des critiques, tente de redorer son image grâce au livre? J'ai donc mené ma petite enquête en rencontrant plusieurs acteurs du secteur du livre. C'est parti, suivez le guide. BookTok, ça a vraiment rendu le livre à la mode. Maintenant, c'est cool de lire. Nous, en tant que maison d'édition, si on va pas à la rencontre de nos lecteurs, il faut faire autre chose. TikTok, c'est pas demain, hein. C'est déjà là. On est tellement dans un écosystème où l'imprévisible, c'est la règle, qu'on ne va pas se laisser impressionner. C'est un fait, pour beaucoup, les jeunes ont abandonné les livres. Parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Mets ton équipe à la page. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Si je vous dis TikTok, vous pensez peut-être à des chorégraphies sur fonds musicaux, à des outfits of the day ou Get Ready With Me, ou si vous êtes comme moi, à des vidéos beaucoup trop mignonnes de ratons laveurs et quelques montages du prêtre de Fleabag. J'en ai peut-être trop dit. Mais TikTok, c'est aussi une plateforme pour les férus de littérature. De nombreuses maisons d'édition se sont rendues compte du phénomène BookTok quand tout d'un coup, un livre de leur catalogue se met à se vendre comme des petits pains. C'est par exemple le cas de Robert Laffont, dirigé par Sophie Charnavel. La collection emblématique qui s'appelle R, fondée par Glenn Tavnak. Dans cette collection a été publié un livre de Adam Silvera, auteur américain, voilà, dont on avait fait des ventes assez raisonnables. Pas dingue, 5000 ventes en France sur une année. Et puis un jour, notre directrice commerciale nous dit « mais ça fait plusieurs fois que je le réimprime, là, ça fait 2 fois, 3 fois, là j'en réimprime 1000 ». Et donc, alors qu'il n'y avait aucun élément qui nous expliquait pourquoi ce livre, tout d'un coup, fonctionnait. Donc on cherchait, on se disait bon, peut-être qu'il y a une série Netflix qui fait que le livre est acheté. Et puis on a vu, mais vraiment quelques semaines, voire un petit peu plus tard, qu'il y avait une vidéo aux États-Unis de lecteurs sur TikTok qui avaient posté des vidéos en disant à quel point ce livre les avait bouleversés. Et en fait, il y a eu une espèce de viralité via cet univers qu'on connaît absolument pas, qui est TikTok, qui est arrivé aux lecteurs français qui se sont emparés du livre. Et on en a vendu quasiment 100 000 sur la 2e année. Donc en fait, c'est là qu'on s'est dit, ok, TikTok, nous, de notre génération, on voit des petites vidéos d'influenceurs ou de gens qui dansent. Donc on se dit vraiment, quel rapport avec le livre? Et en fait, quand on a vu à quel point ça avait impacté sur les ventes de livres, on s'y est intéressé de beaucoup plus près. Pour Hachette Roman, le constat est le même. C'est ce que m'ont expliqué Charlotte Borel et Mélanie Lecamus de l'équipe marketing et communication et Cécile Terroine, directrice chez Hachette Roman et du livre de poche jeunesse. Plusieurs de leurs livres, plutôt jeunesse et jeunes adultes, ont rencontré un très grand succès grâce à TikTok. Ça a par exemple été le cas pour 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole qui s'est vendu à 10 000 exemplaires en 2021 puis à 45 000 exemplaires en 2022. Les premières fois où c'est arrivé, ça a été tellement spectaculaire qu'on s'est d'abord dit attends, 1000 baisers pour un garçon, on l'a au catalogue depuis 4 ans, pourquoi est-ce qu'on en a vendu 800 exemplaires alors que d'habitude on en vend 80? Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un TikTok, tout d'un coup ça a concerné un des titres qu'on avait au catalogue. Là on a vu l'impact que ça avait, parce qu'en termes de vente ça a été un levier complètement inattendu, très spectaculaire, et justement sur un titre du fond du catalogue. Et là on a vu que TikTok a vraiment un fonctionnement très singulier. On a un titre qui s'appelle « Vous êtes sur le portable de Sam » aussi, qui fait beaucoup pleurer, donc tout ce qui peut créer des grosses émotions. Quand il y a des TikTokeuses qui s'en emparent, TikTokeuses, je dis ça en fait, mais de manière générale, des TikTokers ou des TikTokeuses s'en emparent, ça peut faire une traînée de poudre. Et on l'a vu aussi récemment sur plus des tendances sur de la fantasy. On a La Passeuse de mots chez nous, qui est un livre qui aussi a été très porté sur TikTok, parce qu'on a aussi une couve qui s'y prête très bien, qui est vraiment très jolie. Effectivement, la couverture est hyper forte et dans les codes de ce qui marche bien aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir, en tout cas nous déjà, bien la porter sur nos réseaux et voir après si ça prend et si TikTok s'en empare, notamment TikTok, mais de manière générale, on a quand même on a une idée souvent des couvertures qui vont plaire et c'est même le cas sur Instagram. Avant mai 2021, le premier confinement, donc une période qu'on préférait oublier, les contenus littéraires sur TikTok existent, mais surtout aux États-Unis. Le concept arrive alors doucement en France et petit à petit, les internautes voient apparaître le hashtag BookTok dans leur feed. C'est par exemple à cette période que le découvre Feriel du compte TikTok Feriel Books.
On restait à la maison, j'avais rien à faire pendant tout l'été, je pouvais pas rentrer chez moi en Algérie, donc j'étais vraiment bloquée. Et là, je tombe sur les vidéos des Américaines. Donc avant, c'était vraiment les Américains qui avaient le BookTok. Ils parlaient du Prince Cruel. Et c'était partout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, t'as rien à faire, va lire Le Prince Cruel. Et là, je suis tombée amoureuse du livre, genre vraiment. Et quand il s'est fini, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un 2, je savais pas qu'il y avait un deuxième et un troisième tome. Et donc là, j'étais la plus heureuse du monde, j'ai fait 3 nuits blanches pour finir la saga Le Prince Cruel. Et juste après, j'ai enchaîné sur ACOTAR et j'ai enchaîné sur tout le reste que BookTok me disait de lire. Et c'est là que l'obsession a commencé. Quand je parle à des personnes de mon entourage qui lisent pas, ils me disent « Ouais, la lecture, je sais pas comment tu lis, c'est fade, c'est nul. » Moi, quand je lis, Et je leur dis vraiment, quand je lis, moi, c'est d'un film qui se passe dans ma tête. C'est comme si je regardais une série, mais j'arrive à imaginer tous les personnages moi-même comme je les veux. Et ils me disent « Ah ouais, mais comment et tout ?» Et c'est comme ça qu'en fait, tu découvres qu'ils ne connaissent pas ce genre de lecture. Pour eux, les livres, c'est vraiment que ce qu'on lit à l'école ou vraiment Victor Hugo et tous les trucs d'avant. Et quand tu leur montres qu'il y a des choses plus nouvelles, plus modernes, c'est là où les gens ils sont attirés par ça et ils vont aller chercher. Ben, comme moi, on m'a pêché, TikTok m'a pêché, j'étais quelqu'un qui ne lisait pas. Pendant quelques mois, je faisais que voir les vidéos et en fait, je sentais pas que j'avais l'expérience requise pour pouvoir faire des vidéos sur les livres. Je me disais, j'ai lu vraiment que 3 livres dans ma vie. C'est pas maintenant que je vais faire une vidéo sur le livre que j'ai lu. Quand je voyais les autres, elles avaient toute une bibliothèque derrière elles, elles avaient tout un matériel. Et je me disais que j'étais pas encore prête ou que c'était pas encore mon truc. Et donc je lisais plus de livres et je regardais plus de vidéos. Et après je tombais sur des audios et je me disais « Ah, cet audio-là il est cool, je pourrais faire une vidéo avec. Ah, pourquoi personne n'a utilisé cet audio-là pour faire cette vidéo-là ?» Et au bout d'un moment, je me suis dit, si personne ne l'a fait, c'est à moi de faire les vidéos que j'ai envie de faire. Et en avril 2021, j'ai juste fait une petite vidéo et c'est celle-là qui a marché. Les gens se sont rendus compte que c'était d'autres adolescents comme eux qui lisaient des livres qui avaient l'air aussi palpitants qu'une série ou un film ou des jeux vidéo. Et que sur TikTok, ils pouvaient trouver cette communauté, partager avec cette communauté. Et on a vu, il y a des créateurs qui disait bien, genre il y a 1 ou 2 ans, je lisais pas du tout, je me suis lancée avec tel ou tel livre, et maintenant qui ont des communautés énormes de plus de 50 000 abonnés, et qui sont finalement des tout jeunes lecteurs, et qui sont devenus lecteurs grâce à TikTok. C'est sûr que le premier confinement, ça a été une rampe de lancement. D'abord pour le réseau social en France, parce que ça a été un moment où les gens n'avaient pas grand-chose d'autre à faire, donc en particulier les ados. Une fois qu'ils étaient sortis de cours, entre guillemets, ils restaient devant l'écran et ils se familiarisaient avec TikTok. Donc la notoriété du réseau a grandi. Et pour Hachette Roman, ça a été un début de prise de parole qui s'est après perfectionné évidemment, mais ça a été vraiment un bon moment pour démarrer, je pense. Et puis surtout, on était complètement pionniers. En France, on a été le premier éditeur, non seulement en littérature jeunesse-ado, mais en édition tout court. Pour Augustin Trapenard, journaliste et présentateur de la Grande Librairie, TikTok c'est une manière tout à fait inédite de prescrire le livre. Alors forcément, il ne tarde pas à s'y intéresser, puis à rejoindre la plateforme. J'avais eu connaissance par un de mes amis américains d'une vidéo que j'ai jamais retrouvée, où on voyait une jeune fille parler d'une romance. Et au lieu de faire une chronique, c'est-à-dire en racontant l'histoire racontée dans le livre, en parlant de l'auteur, en fait ce qu'elle faisait, c'est qu'elle montrait la couverture du livre, et juste après elle faisait un gros plan sur son bras, et on voyait ses poils qui se dressaient. Et juste après, elle remettait la couverture du livre, tout ça avec une musique un petit peu enveloppante, et je voyais un nombre incalculable de vues. Et je me disais, voilà une façon de prescrire le livre que moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que TikTok donnait cette possibilité-là d'inventer de nouveaux modèles de prescription. Je ne dis pas que ce sont les bons, mais en tout cas, moi, dans l'exercice de mon métier, ça me passionnait parce que l'une des fonctions de mon métier, c'est aussi de prescrire. Je me suis rendu compte aussi avec les jeunes qui m'entourent, ils doutaient de plus en plus de la mise en scène et de la théâtralisation de l'image, qui avait tout de suite quelque chose de peu sincère. Pour que ce soit sincère, pour que ce soit authentique, pour qu'on y croie, pour que ce soit vrai, il fallait prendre son téléphone et se filmer comme ça. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, il n'y en avait aucune. Zéro authenticité. Je faisais des chroniques, j'étais comme ça, bien habillé, avec un gilet et une veste. Je me remets aussi en question, moi, en tant que journaliste, et je remets en question les médias auxquels j'ai pu participer, qui, quelque part, ont tué la sincérité. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on va la chercher.
sur des réseaux sociaux comme TikTok. Moi, je te dirais, en allant sur TikTok, quelque part, je me rends compte que j'embourgeoise TikTok typiquement, que cette spontanéité que j'essaye d'avoir, parce que c'est une nouvelle façon de prescrire, je ne l'ai pas forcément autant qu'un môme de 17-18 ans qui prend son téléphone et qui dit « j'ai lu ce livre de Colleen Hoover qui est extraordinaire, je veux vous en parler ». Et c'est cette beauté-là de la prescription dont j'essaye de m'inspirer moi aussi. C'est pour ça que je trouve que BookTok, ça marche très bien. C'est parce que, par exemple, on est sous l'émotion d'un livre. Tu vois, une booktokeuse qui pleure à cause d'un livre, elle va se filmer, elle va dire « je viens de pleurer à cause de ce livre » et ce livre-là, il va aller faire je sais pas combien de ventes juste après. Donc c'est très authentique, je trouve. On donne plus l'émotion que donne le livre plutôt que la revue du livre de A à Z, ce que j'aime pas. TikTok, je trouvais que les vidéos étaient très rapides, donc 6 à 15 secondes avant qu'on ait les 3 minutes, etc. Et je sentais moins la pression de il faut que tu fasses du contenu tout le temps pour être active et pour avoir des followers et pour avoir de machin. J'étais pas tout dans l'optique d'avoir des followers ou de devenir connue sur BookTok et tout. C'était vraiment c'était rapide. Je trouvais ça rapide, il n'y avait pas de planification ou de planning à faire moi-même pour je sors telle vidéo ce jour-là à cette heure-ci. Donc je trouvais que ça très très pratique et comme je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait des vidéos sur ce que j'aimais, je me disais que je rentrais directement dans la catégorie, j'avais pas à chercher des gens. Par exemple sur Instagram, quand t'es nouvelle, c'est très dur de commencer. Alors que TikTok, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Donc ce que je fais, c'est vraiment, je prends un après-midi ou 1 ou 2 heures dans la journée que j'ai de libre, et là j'en poste plein. Enfin j'en fais plein dans mes brouillons. Et j'ai des brouillons de 20 vidéos ou 10 vidéos, et tous les jours j'en poste une. Comme ça j'en lâche 1 ou 2, même des fois 3 quand j'en ai envie. Et comme ça je suis bien toute la semaine. Et après chaque semaine, en fait, c'est vraiment un créneau que je me donne où j'en fais plein et toute la semaine, j'en poste une. Ça me fait moins de pression sur le fait de tous les jours faire une vidéo. Ça, je ne pourrais pas. En termes de veille, c'est-à-dire de scrollage sur TikTok, je pense que j'y passe au moins 5 heures par semaine. Et après, au niveau des tournages, on fait ça en une fois le lundi après-midi. Et on fait un stock de TikTok pour la semaine. Parce que je considère que ça sert à rien de trop en tourner à l'avance parce que généralement les sons ont tendance à changer assez vite et du coup un son qu'on a tourné il y a 2 semaines, c'est trop tard pour l'utiliser. Il suffit parfois d'une seule vidéo pour que les ventes d'un livre décollent. Ça a par exemple été le cas avec Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Sorti en France en 2014 aux éditions Pocket, cette réécriture du héros de la guerre de Troie devra attendre 7 ans pour que ses ventes s'emballent. C'est finalement en 2021 donc qu'arrive son heure de gloire. Il se vend alors 6 fois plus par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, le livre s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est du jamais vu. TikTok a une force de frappe qu'aucun autre réseau social n'a eu avant. Même les librairies s'en emparent. Et parmi les genres littéraires recommandés par les TikTokers et les TikTokeuses, on en trouve beaucoup, mais majoritairement, c'est de la romance. Sur les 50 TikTok les plus vus sous le hashtag BookTok en France au cours des 6 derniers mois, 16% faisaient référence à de la romance jeune adulte et 40% à de la new romance, une sous-catégorie de romance plutôt destinée aux 18-25 ans, avec des scènes de sexe explicites, ou bien de la dark romance, dans la même veine que la new romance, mais avec des sujets plus sombres et des relations souvent très toxiques. Et sur cette plateforme, ce sont surtout les jeunes femmes qui proposent du contenu littéraire. TikTok a permis à certaines littératures totalement marginalisées par la presse mainstream de trouver une caisse de résonance, d'être promues. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que si il y a autant de comptes BookTok qui fonctionnent extrêmement bien sur la romance, sur les littératures de l'imaginaire et sur le manga, c'est peut-être aussi parce que nos médias mainstream ne s'y étaient pas intéressés, ne les ont pas mis en avant, alors qu'ils fonctionnent extrêmement bien en librairie. Et moi, ça m'a permis, dans mon métier, de progresser. C'est ainsi, par exemple, que j'ai reçu Victor Dixon dans la grande librairie. Et c'est Audrey, du Souffle des mots, une booktokeuse, qui me l'a conseillé et qui me l'a fait lire. Je ne me serais jamais penché sur Victor Dixon sinon. Donc ça a été un catalyseur de curiosité. De la même façon, quand j'ai reçu Isayama dans la grande librairie, on n'avait jamais reçu de mangaka dans la grande librairie. C'était une façon aussi d'aller vers ces littératures qui sont mises de côté. Moi, j'ai une émission sur le service public. Le service public, il est aussi, et qui s'appelle la grande librairie, il est aussi d'être honnête sur
ce que l'on nous sert en librairie. Et en l'occurrence, la moitié des livres vendus en librairie sont des bandes dessinées, et l'immense majorité de ces bandes dessinées sont des mangas. Quand j'ai récupéré Boomerang, créé Boomerang sur France Inter, qui était mon émission quotidienne de culture sur la radio publique, j'ai reçu Marc Lévy, Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, par exemple. Et c'est vrai que je me souviens que ça avait fait grincer des dents, comme si je devais être le parangon du bon goût littéraire. Bon, moi, j'aimerais qu'on le définisse, ce bon goût. Et surtout, si on le définit, qu'on se pose la question de savoir d'où il vient. C'est-à-dire qu'en réalité, ce bon goût a quelque chose à voir avec un entourage, une culture élitiste, une classe sociale et une façon d'envisager la littérature qui est pour le moins violente parce qu'excluante. Quand j'ai envie de lire, j'ai envie de m'échapper, j'ai envie de ne pas penser à la réalité. Et donc si je lis un classique ou si je lis quelque chose qui n'est pas fictif, ça ne me donne pas ce que je veux. Moi, je veux partir autre part, je veux partir dans un autre monde, je veux partir dans d'autres histoires, je veux être une autre personne et après vivre ma vie à côté. Mais si tu me dis de lire vraiment juste des classiques ou de la psychologie ou de la politique, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas parce que ouais, je suis pas intelligente, c'est juste que le fait de lire, c'est pour m'échapper. Et je m'échappe avec de la fiction, quelle qu'elle soit. Si tu regardes bien les insultes qui sont faites à TikTok et à ses créateurs de contenu, ce sont des insultes qui sont de l'ordre de la féminisation. On va les appeler tiktokeuses, comme on a appelé youtubeuses ou instagrammeuses, des créateurs de contenu, hein, en les réduisant à de l'influence, alors que pour certains, ils proposaient un véritable contenu journalistique. C'est vrai qu'il faut faire acte de curiosité. Typiquement, moi, sur TikTok, je suis allé chercher moi-même des comptes qui ne m'auraient pas forcément été proposés. Des comptes qui me ressemblent un petit peu moins. Alors effectivement, où les créateurs de contenu n'ont pas forcément la même couleur de peau, la même sexualité que moi, les mêmes horizons. Alors cela dit, pour moi c'était un peu plus facile parce que effectivement quand on regarde les créateurs de contenu TikTok, ils ne me ressemblent pas, ils ont 20 ans de moins que moi. Mais bon, il a fallu quand même faire cet acte de curiosité. Parce que en fait c'est ça, l'algorithme c'est aussi te forcer, si tu veux pas rester dans ton monde, à scroller pour découvrir en fait des nouvelles vidéos. En fait tout est fait en sorte pour que tu passes le plus de temps possible sur cette application. Moi je pense que nos enseignants, nos gouvernants, nous-mêmes en tant que parents ou pères, on doit faire en sorte d'expliquer à autrui ce que c'est qu'un algorithme. Qu'un algorithme, ça nous favorise dans ce qui nous ressemble, dans nos idées préconçues, et qu'il faut avoir une forme de curiosité. C'est ce qui a permis à une autrice comme Colleen Hoover de rencontrer un très grand succès sur la plateforme, autrice américaine de romance et new romance. Par exemple, sur les 30 livres les plus vendus entre le 6 et le 12 mars en France, 3 de ces livres sont dans le classement. On retrouve aussi en 22e position le premier tome de Captive, puis le deuxième en 23e position, et en 26e 1000 baisers pour un garçon. En se rendant compte de la force d'impact de ces contenus publiés sur TikTok, les maisons d'édition décident donc de travailler avec ces nouveaux créateurs et créatrices. On a des partenaires à l'année auxquels on envoie nos livres et depuis l'année dernière, on a parmi ces partenaires des booktokers. Ça reste encore Instagram qui est plus fort que TikTok dans la proportion d'influenceurs auxquels on fait appel. Après, quand on fait des partenariats payants avec des bookstagrammeurs, enfin des influenceurs du livre, ça nous arrive maintenant de demander à ce qu'il y ait un TikTok dans le pack qu'on demande, parce que si le créateur est hyper engagé sur la plateforme, c'est hyper bénéfique pour nous, quoi. La tranche d'âge de TikTok est un peu plus jeune que celle d'Instagram, ouais. Okay. Ou sur Instagram, on a plus des jeunes adultes, alors que sur TikTok, on a vraiment des adolescents. Je pense que j'ai vraiment des filles de 13 et ça va jusqu'à la vingtaine. Ouais. Et j'ai même certaines mamans qui me suivent et qui écrivent des commentaires, ce qui est cool. Mais ouais, c'est plus des jeunes, pour le coup. Très féminin, du coup, aussi. Très féminin. Ouais, j'ai 95%, je crois, de filles. Ouais, très très féminin. C'est très bénéfique pour les maisons d'édition. Il y a des livres en 2010-2012 qui sont sortis, comme Le Chant d'Achille, par exemple. Ça n'avait pas fait beaucoup de ventes. Et là, 2020, une vidéo ou 2 vidéos sur Le Chant d'Achille, et là, ça a fait je sais pas combien de ventes. Pareil pour la saga Grisha, qui a réussi à avoir une série Netflix à son nom. Jamais plus, tous les livres de Colleen Hoover, donc tout ça c'est grâce à TikTok. Parfois on va en salon, il y a une foule pour une dédicace, on est là, comment vous avez entendu parler du livre? Et les gens nous disent sur TikTok.
et de plus en plus en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mesurer quand on voit les lecteurs en vrai, grâce à leurs commentaires, etc., mais pas forcément au niveau des ventes. C'est difficile à mesurer, en fait. Tu peux avoir un TikToker qui a 150 000 abonnés, il va faire un TikTok et le TikTok va flopper, en fait. Mais c'est intéressant parce que sur TikTok, généralement, les communautés, elles sont complètement différentes de celles d'Instagram. Ça génère pas d'inquiétude chez nous, ça génère vraiment de la curiosité et de l'envie. Parce qu'on fait un métier qui est tout le temps imprévisible. On ne sait jamais comment un livre va marcher, on ne sait jamais comment il va être reçu, on ne sait jamais quand il a fait un flop au départ, il peut redémarrer 2 ans après. On est tellement dans un écosystème où l'imprévisible, c'est la règle, qu'on ne va pas se laisser impressionner. C'est très aléatoire sur TikTok. Donc le côté positif, c'est qu'on peut avoir des followers très rapidement, mais le côté, on va dire, négatif, c'est que même si tu as 30 000 followers, une vidéo peut faire que 1000 vues. Parce que c'est vraiment l'algorithme qui l'offre à telle ou telle personne. Donc moi, même maintenant, je me dis pas « Ah, j'ai par exemple 32 000, il faut forcément que les 32 000 voient la vidéo. » C'est pas grave. Tant que je poste et que je suis fière de ce que je poste et que j'aime bien, ça me suffit. Par contre, oui, y a des vidéos, tu les postes, elles peuvent faire 500 et 3 jours plus tard, elle fait 100 000 et tu comprends pas. Donc c'est vraiment très très aléatoire. C'est vraiment des communautés de fanbase sur TikTok ou sur Instagram. Et ça crée des liens entre les lecteurs et ça fait qu'on aime encore plus ça. Donc ouais, avant c'était vraiment, donc tu lis ton livre, t'es tout seul et la seule personne à qui tu m'en parlais, c'est des gens, ta famille qui ne lisent pas forcément, ils ne veulent pas t'entendre parler du livre. Donc trouver des personnes qui peuvent t'écouter et qui ont envie de t'écouter, qui veulent que tu donnes ton avis sur le livre, c'est incroyable. La prescription se joue aussi dans la reconnaissance de communautés qui se retrouvent autour d'un livre. Moi, ce que j'aime bien avec TikTok, c'est que c'est très méta. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement quelqu'un qui présente son livre de dark romance sans forcément dire que c'est une dark romance, en disant que c'est une romance, mais derrière, quelqu'un va lui répondre en duo pour dire « Attends, t'as oublié de parler quand même, il y a un trigger warning, il faut faire attention à ça, à ça, à ça. » Puis il y a une autre qui va carrément faire une vidéo pour dire « Je voudrais vraiment parler de la dark romance, attention, trigger warning. Quand j'ai commencé, justement, je pensais que c'était des romances, j'étais pas prête. Et maintenant, aujourd'hui, je suis prête et j'ai fini par l'accepter, par l'embrasser et par en être fière et heureuse. » Donc, j'aime bien ce côté un peu méta. C'est-à-dire que c'est quand même une plateforme qui laisse la possibilité de réfléchir. Évidemment, c'est le problème du format court, en revanche. Si je te rejoins, effectivement, dans un format court, on dit moins de choses. Donc, on peut aussi passer sous silence certaines choses. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce soit pas TikTok qui passe sous silence certaines choses, puisque les créateurs ont tout à fait la possibilité de faire une vidéo de 2 minutes, 2 minutes 30, où ils parlent de ces trigger warnings. Et encore une fois, le format ultra court est de moins en moins favorisé. C'est-à-dire que le format favorisé, c'est quand même plus d'1 minute. Donc, du coup, c'est plus, si tu veux, une autocensure de la part de ces créateurs de contenu. À un moment donné, le lecteur, il est encore libre de présenter un livre de la façon dont il le souhaite. Je pense que l'éditeur, à un moment donné, doit indiquer, d'une façon ou d'une autre, dans, le paratexte, c'est-à-dire la couverture, la 4e de couverture, la collection où on le trouve, ou alors par le biais du libraire, ce à quoi on doit s'attendre. Moi, par exemple, autant je suis totalement contre la censure et toute forme de censure, autant je trouve qu'il est très important de contextualiser un texte et que la personne qui te le passe agisse en responsabilité. Parce que un texte, ça peut faire mal. Ça peut être émancipateur, mais ça peut aussi faire mal. Donc je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'éditeur. Je ne sais pas si on peut en vouloir, en tout cas aux créateurs de contenu. Est-ce qu'on peut en vouloir à TikTok ? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je pense que plus la plateforme nous laisse libre, nous laisse une grande liberté, mieux c'est. Je détesterais ce type d'ingérence personnellement. Je suis déjà parti d'une chaîne et d'un groupe très connu parce que j'avais des problèmes d'ingérence. Et pour l'instant, ce n'est pas mon cas sur TikTok. Jamais on a remis en question, censuré quoi que ce soit de mon travail. Alors après, la question qu'on peut se poser, qui est passionnante, c'est dans quelle mesure l'algorithme censure aussi. C'est-à-dire dans quelle mesure l'algorithme est suffisamment intelligent pour voir un sujet qui peut être problématique et du coup ne pas favoriser cette vidéo-là. Ça, c'est une autre question. C'est vrai que ça nous dépasse. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qu'il y a d'excitant dans une plateforme ? Tu vois bien, toi, sur YouTube aussi. Quelquefois, tu sais pas. Les formats qui sont un peu plus longs, il y a moins de vues forcément, parce que les gens sur TikTok, ils veulent de la rapidité, ils aiment scroller. Donc quand tu parles trop, à un moment donné, ils disent « bon, j'en ai marre » et ils scrollent. Mais ceux qui sont intéressés par ce que je dis, bien sûr, ils restent et ils écrivent le commentaire et c'est cool. Mais ça ne m'empêche pas forcément de ne pas faire ce genre de vidéo.
parce que j'ai envie de mettre mon avis, donner mon avis sur ma page par rapport à un livre, pas juste dire allez acheter ce livre et ne rien dire juste après. Donc par exemple pour un livre que je finis, je fais plein de petites vidéos par rapport à ce livre, mais j'en fais une où je donne vraiment mon avis et la description du livre et toutes les questions que les gens m'ont posées, quoi. La maison d'édition Robert Laffont décide d'intégrer encore plus TikTok à sa stratégie en lançant un concours pour primo-romanciers. Pour participer, il faut pitcher son livre sur TikTok et les manuscrits sont ensuite lus par un jury de 10 booktokeuses. Cette initiative a eu un fort retentissement dans la presse, mais elle n'a pas fait l'unanimité. Non mais quel est l'intérêt de TikTok ? Faire un premier tri facile car de nombreux auteurs ne se lanceront pas là-dedans. Je sais qu'on est censé savoir pitcher son roman, mais cette contrainte du réseau social, c'est abusé. Quel dommage de devoir faire un pitch TikTok. Il faut faire des vidéos pour être écrivain maintenant apparemment. La peur de quelque chose de nouveau, je crois que c'est assez commun à l'humanité. Donc qu'il y ait des résistances, des peurs, que des gens n'aient pas envie, en même temps on force personne. Nous c'était vraiment pour dire voilà, c'est un support que vous connaissez bien, qui vous est familier, à nous un petit peu moins. Donc en fait c'était plutôt une démarche d'aller vers des gens qui oseraient pas forcément envoyer un manuscrit, et encore une fois, quelqu'un peut très bien faire une vidéo sur TikTok sans forcément montrer son visage parce qu'il n'en a pas envie. Il y en a qui ont créé un petit compte juste pour ça. Et puis il y a un moment donné, ce qui va compter, c'est aussi le texte, puisqu'on va quand même se décider sur, évidemment, l'originalité, une capacité d'un auteur à vendre son projet, mais je dirais que ça c'est la surface. Ce qui est important, c'est quand même que les primo-romanciers soient en capacité d'écrire. Donc on s'est dit que sûrement la meilleure manière de un petit peu et de comprendre et d'interagir dans cette passion commune qui est quand même le livre et la littérature, c'est de parler de contenu. Et pour parler de contenu, on s'est dit faisons un concours ensemble avec notre métier, c'est-à-dire que c'est un appel à candidature via une plateforme qui est TikTok, parce qu'on s'est dit que c'est aussi là où le jeune public de lecteurs et de gens qui avaient envie d'écrire. Les gens donc pitchent leur roman sur TikTok, puis ils envoient leurs manuscrits après à nos équipes. Donc nous, on a une équipe d'éditeurs qui vont lire, puisque c'est quand même un métier spécifique. Donc en fait, nous, on va lire tous les textes et on sélectionne une dizaine de textes. Et là, il y a un jury présidé par Audrey, qui est une très grande lectrice, qui va, à partir de là, choisir un lauréat pour être publié dans la maison et dans la collection R. On ne regarde pas vraiment en fait, le nombre de vues parce que c'est pas du tout une garantie de transformation en vente. Donc, évidemment, quelqu'un qui est bon dans son pitch, c'est mieux que quelqu'un qui est mauvais. Néanmoins, il y a un moment donné, il faut que ce soit publiable. Nous, on reçoit un nombre de textes par an, on doit recevoir 5000 textes. On en publie très peu, on doit en publier 1 ou 2 qui arrivent par la poste. Donc, je veux dire, la sélection, elle est quand même très forte, donc il faut que le texte, au final, il soit très bon. Donc, évidemment, c'est mieux si l'auteur sait bien le présenter, mais c'est vraiment pas ce qui va faire la publication du livre. TikTok semble vouloir s'emparer du phénomène et se faire une place dans l'industrie du livre. C'est ce qu'on remarque surtout depuis l'été dernier. La plateforme s'est dans un premier temps rapprochée des créateurs et créatrices, ainsi que des maisons d'édition via des rencontres. Puis en août 2022, à l'occasion de la rentrée littéraire en France, TikTok a lancé un appel à candidature afin de recruter une centaine de critiques littéraires. TikTok encourage aussi à la création via un sticker présent sur l'application qui propose de gagner des points en publiant du contenu, en suivant des créateurs ou des créatrices, ou encore mieux, en invitant des amis sur TikTok. Ces points peuvent ensuite être transformés en cartes cadeaux pour acheter des livres, et notamment sur Amazon, le partenaire officiel de leur book club, lancé en juin 2020. Et la plateforme ne s'arrête pas là. Elle a lancé une campagne de marque autour de la culture et BookTok y occupe une place centrale. Le but de TikTok est, je cite, de revenir à ses fondamentaux et réaffirmer pleinement son positionnement en tant que plateforme d'expression créative ouverte à tous. Le réseau social est également partenaire officiel de l'édition 2023 du Festival du Livre de Paris. Rien de très nouveau pour eux puisqu'ils avaient déjà été partenaires de la Foire du Livre de Francfort, la plus grande foire du livre dans le monde de l'édition. Alors est-ce qu'il s'agit d'une manière de redorer leur image? C'est une question que j'aurais beaucoup aimé leur poser, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu positivement à mes demandes d'interview. J'adore, ça fait grave Élise Lucet. Parce qu'en effet, les inquiétudes autour de TikTok sont de plus en plus importantes. Pour citer quelques exemples, TikTok a été condamné par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour avoir enfreint la loi informatique et liberté, avec une amende de 5 millions d'euros en décembre dernier. Le Sénat a également ouvert une commission d'enquête sur TikTok, et aujourd'hui, plusieurs pays parlent d'interdire TikTok, notamment pour des raisons de cybersécurité. Les États-Unis, le Canada ou encore le Danemark ont déjà banni le réseau social dans plusieurs institutions de leur pays.
Alors, quel avenir se dessine pour BookTok? Est-ce seulement le début d'une nouvelle manière de prescrire le livre, ou est-ce qu'en voulant cadrer sa communauté littéraire, TikTok risque de faire fuir ses lecteurs et ses lectrices? J'aimerais bien que le BookTok reste au BookTok, techniquement, tu vois. Dans le sens où je trouve que c'est une très bonne initiative, parce qu'ils ont vu que le succès que BookTok a fait. Mais j'attends de voir. Moi, j'ai pas d'inquiétude. On sait bien que TikTok, ça va pas durer 50 ans. Et d'ailleurs, je crois pas que ce soit le but. Je crois qu'on est sur une matière qui est une matière en mouvement, qui existe en ce moment et qui existe de manière très forte. Peut-être que ça va un peu durer, peut-être que pas, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que voilà, ce qui compte, c'est d'être au moment où ça se passe, aux endroits où ça se passe. Et je crois qu'en ce moment, c'est sur TikTok que ça se passe. Je pense que TikTok eux-mêmes ont été surpris par le phénomène, ils s'y attendaient pas, et qu'effectivement ça a été très très rapide. À mon avis, ils sont en train d'essayer d'institutionnaliser un peu les choses, de contrôler, ce qui à mon avis a fonctionné parce que justement c'était spontané, c'était authentique, c'était imprévisible. Alors est-ce que cette tentative de mainmise va pas tuer le bébé dans l'œuf, ça, c'est l'histoire qui le dira. Et puis bon, on voit bien que les réseaux se succèdent et se transforment. Et nous, on accompagnera ça parce que pour le coup, autant on essaie de tirer tout le bénéfice qu'on peut de la plateforme pour aller à la rencontre de nos lecteurs, autant de toute façon, nous, on va continuer à produire des livres et à accompagner nos auteurs et à trouver les meilleurs moyens de faire valoir leur contenu et leurs histoires. Actuellement, c'est clair que TikTok et BookTok sont des vecteurs uniques, hyper puissants. Si ça se standardise, de toute façon, c'est la communauté qui va s'éloigner. Et quand la communauté s'éloignera, c'est qu'elle ira ailleurs et on la suivra. C'est évident que ça va se passer comme ça, de la même façon que Facebook a eu un monopole, qu'il a été remplacé par Instagram, qui a été remplacé par TikTok, de la même façon que Twitter a eu une vie qui est un peu en train de s'effondrer aujourd'hui avec l'arrivée d'Elon Musk. De la même façon que YouTube connaît des hauts et des bas, il faut toujours, quand on s'intéresse à un réseau social, imaginer la possibilité de la suite. Donc il faut accepter la possibilité que ça change, ça tourne, il faut être dans le présent en réalité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est un format ambitieux qui prend du temps, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!